Le 5 juin dernier, on a vu Kristian Blummenfelt, Joe Skipper, Kat Matthews et Nicolas Spirig exploser tous les records sur un triathlon distance Ironman. On a pu lire du tout et du n'importe quoi sur cet événement et sur les performances de ces 4 athlètes. Et dans cette vidéo, je voulais vous partager mon avis sur le projet Sub 7, Sub 8. Sauf si vous vivez au fond d'une grotte où la 5G n'arrive pas et que vous vous intéressez tout de même un petit peu au triathlon, vous avez nécessairement entendu parler du projet Sub 7, Sub 8 organisé par la Phoenix Foundation qui à la base devait permettre de démontrer qu'il était possible pour les hommes de courir un triathlon full distance en moins de 7 heures et pour les femmes de parcourir les 226 km en moins de 8 heures. Alors sans parler de comment ce projet est né, dont l'idée de base date de 2019, si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir directement sur leur page. Bien à la base, ils devaient opposer Alistair Brownlee et Kristian Blummenfelt chez les hommes et Lucy Charles-Barclay et Nicolas Spirig chez les femmes. Au final, Alistair a été remplacé une semaine avant l'événement par Joe Skipper suite à un problème de santé qui d'ailleurs l'avait déjà empêché de prendre le départ des championnats du monde Ironman de St. George. Et Lucy Charles-Barclay, elle, a été remplacée quelques mois avant par Kat Matthews suite à une fracture de stress. En termes de lieu pour cette course, l'équipe en charge du projet a identifié le circuit de vitesse d'Ekra Lötzring en Allemagne, alors désolé pour la prononciation, qui sera donc le lieu où seront courus les segments vélo et course à pied. La natation avait lieu dans un lac situé à une vingtaine de kilomètres du circuit et la route pour relier le lac au circuit était quasiment sans élévation avec très peu de virages pour justement maximiser la vitesse. Et donc ce qui rend cette course si spéciale est en réalité le fait qu'elle s'affranchit à peu près, on va dire, toutes les règles que l'on aurait sur un triathlon, on va dire standard, auquel vous et moi pourrions participer. Et oui, on parlait bien d'une course car si le but était de descendre sous les 7 heures pour les hommes et les 8 heures pour les femmes, il y avait aussi 7 composantes de compétition entre les 2 hommes et les 2 femmes. Donc en termes de règles, c'était assez limité, naturellement pas de substances dopantes, on pouvait avoir des pacers dans les 3 sports, le drafting était autorisé, que cela soit en natation, en vélo ou en course à pied, par contre en vélo on ne pouvait pas drafter derrière une autre équipe, il n'y avait pas de restriction en matière de matériel pouvant être utilisé, alors pas de palme ou de plaquettes pour la natation par contre, mais au niveau équipement, en gros on faisait ce qu'on voulait. Et ça s'arrête à peu près là, les ravitaillements étaient assistés, les transitions réduites au maximum. Joe Skipper avait même un mec avec un brumisateur qui le suivait en vélo pour le rafraîchir durant le marathon. Bref, on faisait à peu près ce qu'on voulait. S'agissant des temps de référence en course, le record du monde pour les femmes était détenu par Chrissy Wellington à Challenge Roth en 2011, il était de 8 heures, 18 minutes et 13 secondes. Et pour les hommes, il avait été établi par Kristian Blummenfelt en 2021 lors de l'Ironman de Cozumel en 7 heures, 21 minutes et 12 secondes, même s'il y a eu un petit peu d'aide grâce au courant et que la distance de la natation n'était pas nécessairement 3800 mètres. Mais bon, même avec ça, il fallait quand même envoyer du lourd pour finir la course en 7 heures, 21 minutes. Et c'était d'ailleurs plus rapide que ce qu'avaient fait Jan Frodeno et Lionel Sanders lors du Tri-Battle en 2021, qui était là encore un projet destiné à réaliser un temps énorme sur distance Ironman. Donc bon, voilà pour le cadre. Après, ce qui m'intéresse, au-delà des conditions, c'est tout d'abord de voir si oui ou non il est possible qu'un athlète passe effectivement sous la barre des 7 heures pour les hommes et des 8 heures pour les femmes. Si on regarde les résultats, on voit que ça a bien été le cas et que les 4 participants ont réussi leur objectif avec Kristian Blummenfelt qui termine en 6 heures 44 minutes et 25 secondes, Skipper en 6 heures 47 minutes et 36 secondes, Matthews en 7 heures 31 minutes et 54 secondes et Nicolas Spirig en 7 heures 34 minutes et 19 secondes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pas vraiment le temps global, il faut plutôt regarder les temps par discipline afin de pouvoir mettre ça en perspective avec des performances réalisées en course réelle et essayer de réellement comprendre l'étendue des performances réalisées le 5 juin dernier. Alors en natation, le record du monde en course est détenu chez les hommes par l'allemand Jan Sipersen et a été réalisé lors de l'Ironman de Francfort en 2004 en 42 minutes 17 secondes, alors que pendant le Sub 7, Sub 8, Blummenfelt est sorti de l'eau en 48 minutes 21 secondes et Joe Skipper en 53 minutes 24 secondes. Pour les femmes, le record est détenu par l'américaine Amanda Stevens et c'est toujours fait à Francfort, mais en 2012 en 45 minutes 4 secondes, alors que Kat Matthews, elle, a nagé en 54 minutes 43 secondes et Nicolas Spirig en 54 minutes 50 secondes. Donc tant chez les hommes que chez les femmes, on reste assez loin de ce qui peut se faire de mieux en course, alors même que le choix du lieu pour la natation a été pensé pour nager le plus vite possible en ligne droite, qu'il y avait des pacers que l'on pouvait drafter et pas de concurrents à gérer.
Donc a priori, la différence ne s'est pas réellement faite sur ce segment de natation. En vélo, en faisant la même analyse, on voit que le record sur les 180 km était détenu par Jan Frodeno en 3h55 lors du Tri-Battle. Même si c'était pas une vraie course, ça a quand même été réalisé sur un parcours qui n'était pas un circuit et notamment également sans drafting. Et ici, on voit que Christian Blumenfeld a terminé la partie vélo en 3h24 et Skipper en 3h16 minutes. Alors il y avait aussi des conditions météo assez différentes entre les deux épreuves, notamment avec de la pluie pour le Tri-Battle et donc certainement des températures bien plus fraîches et donc un air plus dense qui n'a pas dû aider à la performance en 2021. Chez les femmes, on a un record de Danielle Harif à Hawaï en 2018 en 4h26 minutes. Et à Hawaï, croyez-moi, ça a été réalisé dans des conditions climatiques assez extrêmes en termes d'humidité et de chaleur. Et sur Sub 8, Nicolas Spirig termine en 3h53 et Cath Matthews en 3h50. Et alors là, clairement, on a une énorme différence tant chez les hommes que chez les femmes entre les temps réalisés en course et les temps réalisés sur le Sub 7, Sub 8. On termine juste avec la course à pied, histoire d'avoir toutes les données en main avant de pouvoir se plonger dans l'analyse et on repart du vélo tout de suite après ça. Et donc en course à pied, on a un record de Gustav Iden sur l'Ironman de Floride en 2021 en 2h34, alors que Blumenfeld termine le Sub 7 en 2h30 et Skipper le termine en 2h36. Chez les femmes, le record du monde est détenu par Christine Moller en 2h41 lors de l'Ironman UK en 2011, et on a Cath Matthews qui termine en 2h46 et Nicolas Spirig en 2h45 lors du Sub 7. Voilà pour les données. Alors quand on regarde le temps total, 7h31 pour les femmes et 6h44 pour les hommes, par rapport au record du monde existant, c'est clair qu'ils ont été pulvérisés. En fait, chacun des 4 athlètes participant à ce projet a explosé les records existants ainsi que ses propres records personnels. Mais ce qui est intéressant, c'est de creuser un peu plus justement et de voir dans les détails comment est-ce qu'on a réussi à atteindre ces temps stratosphériques. En natation tout d'abord, honnêtement, on n'est pas sur des temps fantastiques, alors c'est clair que c'est du très solide, mais en remettant ça dans le contexte de vouloir terminer un Ironman en moins de 7 heures pour les hommes et en moins de 8 heures pour les femmes, on était quand même en droit de s'attendre à un petit peu mieux. Et ben non, en réalité, rien d'impressionnant là-dedans, donc il faut aller chercher ailleurs pour comprendre les temps réalisés. Et pour mettre ça en perspective, en 2019 à Kona, avec un mass start, départ dans l'eau et sans combinaison, on a Josh Hamberger qui sort de l'eau en 47 minutes 28 secondes, soit quasiment une minute plus vite que Blumenfeld, pour le coup, sans drafting, vu qu'il était tout seul devant et sans combinaison. Bon alors on saute le vélo et on y revient tout de suite après avoir parlé de la course à pied. Et là encore, on a du très solide, mais pas de temps qui sont totalement hallucinants. Les 2 meilleurs temps de la journée sont Nicolas Spirig en 2h45, qui est tout de même à 5 minutes du record du monde, et Christian Blumenfeld qui pointe à 2h30 et qui, lui, pour le coup, éclate effectivement le record établi par son compatriote Gustav Iden de 4 minutes. Bon, et il faut quand même reconnaître qu'à ces vitesses-là, passer de 2h34 à 2h30 demande un effort assez énorme et qu'il a quand même vraiment envoyé. Même si Iden, lui, avait établi son record dans le cadre d'une véritable course Ironman. Donc très solide, mais le temps de course à pied n'est pas non plus capable d'expliquer comment est-ce qu'on a pu passer sous ces temps, tant pour les hommes que pour les femmes. Et ça peut se comprendre, car si d'un coup ils avaient trouvé le secret pour courir le marathon en 20 minutes de moins que lorsqu'ils le font en course, on aurait pu tout de même se poser des questions. Et du coup, il reste à s'intéresser au vélo. Et alors là, le vélo, on est clairement dans une autre dimension. 39 minutes entre le temps de Skipper de 3h16 et celui de Frodeno sur le Tri-Battle de 3h55. Alors Skipper, il sait se servir de ses jambes, mais c'est pas non plus le mec qui éclate systématiquement la concurrence à vélo sur les Ironman auxquels il participe. Il est solide, mais c'est pas non plus le mec le plus rapide à vélo. Et l'explication, en réalité, elle est assez simple. Sur la partie vélo, au-delà du tracé idéal sur le circuit choisi pour l'occasion pour éviter les baisses de rythme dans les virages et la dépense d'énergie inutile dans les relances, chaque athlète était accompagné d'une équipe de pacers entre 6 et 8 par équipe qui permettait d'une part d'atteindre des vitesses assez hallucinantes entre 52 et 54 de moyenne je crois pour Blue et Skipper, mais aussi elle permettait aux athlètes de rester bien au chaud dans la roue de tous ces gens en fin de peloton afin de s'économiser pour après et pouvoir envoyer au maximum sur le marathon. Et il m'a semblé lire quelque part, mais j'ai pas pu retrouver la référence exacte, mais je crois qu'avec cette vitesse-là, avec le drafting, l'économie était environ d'une 40aine de watts, ce qui est tout de même assez énorme. Et on avait du solide avec des spécialistes de course CLM qui envoyaient tout de même du 400 watts au seuil à l'avant du peloton. Et clairement, si la performance humaine n'est pas à remettre en question, car même avec ces conditions ultra favorables,
Il faut quand même aller chercher ses temps. La grosse différence vient du pacing en vélo et du fait que chacun des 4 athlètes a pu bénéficier d'un drafting de port pour à la fois décupler la vitesse sur la partie vélo et garder de la fraîcheur pour le marathon. D'ailleurs, c'était notamment mentionné chez les hommes, je crois, par l'un des commentateurs, mais les watts développés pendant la partie vélo étaient tant chez Blue que chez Skipper bien en deçà de ce qu'ils développeraient lors d'une course normale, alors qu'ils ont gagné pas loin de 10 km/h de moyenne sur les 180 km, ce qui peut aussi expliquer les performances solides par la suite sur le marathon. Donc après, on peut débattre du format. Est-ce que c'est un vrai record ? Est-ce que le drafting devait être autorisé ? Ce qui est clair pour moi, c'est que sans le drafting, on aurait été très loin de passer sous la barre des 7 heures pour les hommes et des 8 heures pour les femmes. Donc sur une distance où le drafting n'est en principe pas autorisé, on peut tout de même se poser la question du sens de cet event alors que l'on rajoute un élément qui ne permet pas un gain marginal mais clairement transporte la performance dans une autre dimension. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour moi, c'était plutôt amusant à regarder au final. Les 4 athlètes sont clairement des machines, mais on peut difficilement dire que quelqu'un a terminé un triathlon full distance dans les temps affichés. En tout cas, sans mettre un astérix. Et très honnêtement, il y aurait beaucoup d'athlètes qui, si on les mettait dans les mêmes conditions que ces 4-là, seraient capables de passer sous la barre des 7 heures pour les hommes et des 8 heures pour les femmes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont fait le lien avec le projet Breaking 2 de Eliud Kipchoge, mais là, il ne faut pas oublier que le bonhomme avait quand même déjà un record personnel à 2 heures, 1 minute 39 secondes réalisé à Berlin en 2018 et qu'il était donc à très peu des 2 heures de course. Pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec le setup à vélo sur le projet Sub 7, Sub 8 et le fait d'avoir des pacers pour Kipchoge et une voiture ouvreuse ne lui ont clairement pas fait gagner 30 minutes. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de voir quel était le bénéfice réel de ces pacers sur la course à pied. Et à mon avis, beaucoup moins quantifiable que le bénéfice d'un peloton de pacers à vélo. Et il ne faut pas oublier non plus que pour le projet Breaking 2, on n'était pas non plus si loin des conditions réelles de course, où il y a parfois des pacers dans les marathons et aussi où les athlètes peuvent finalement s'abriter les uns derrière les autres, et ça de manière tout à fait légale. Bref, ça donne à réfléchir. Un autre point qui pouvait aussi être intéressant était la question de la technologie qui a été mise là-dedans. On a vu par exemple Brownlee qui a terminé comme pacer de skipper sur la partie natation porter une nouvelle combinaison hub un peu camouflée pour en cacher les détails. Sur la partie vélo, Blumenfeld et toute son équipe étaient équipés des nouveaux vélos Cadex à la géométrie bien particulière. Ils étaient aussi tous équipés des petits manchons de mollette Ridtex qui intègrent des petites pastilles supposées favoriser le flux de l'air. Et en course à pied, Blumenfeld était équipé des Metaspeed Sky Plus qui ne sont pas encore disponibles à la vente et Spirig d'un prototype on running pas encore disponible à la vente non plus. Mais vu les performances réalisées et sans avoir une vision complète des données, on peut au final tout de même se demander si ces innovations ont apporté un réel avantage. Sur le vélo Cadex de Blumenfeld et de son équipe par exemple, ils ont tout de même terminé 8 minutes après l'équipe de Skipper qui pour le coup, alors eux, ils n'avaient aucune cohérence en matière de matériel utilisé, que ce soit vélo, vêtements, casque, mais ils sont tout de même allés bien plus vite. Et alors, bon, est-ce que le matériel de Blumenfeld c'était juste un coup de pub ou est-ce que c'est les cyclistes de l'équipe de Skipper qui étaient vraiment d'une supériorité écrasante ou alors peut-être un petit peu des deux? Pour les chaussures, alors oui, Blumenfeld a couru un marathon en 2h30, mais est-ce que c'est les chaussures qui ont aidé? Et si oui, alors moi je l'ai vu tout de suite, ou alors est-ce que c'est l'économie réalisée sur le vélo qui a permis ces temps-là sur le marathon? Pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si on prend les meilleurs temps mondiaux réalisés à ce jour, donc je vous ai parlé tout à l'heure dans chacun des 3 sports et qu'on les met bout à bout, on a pour les hommes un total de 7 heures 2 minutes 29 secondes et de 7 heures 53 minutes et 8 secondes pour les femmes. Mais tout ça sans compter les transitions et à considérer que le main athlète est capable d'à la fois sortir un record du monde en natation, en vélo et en course à pied, tout ça lors de la même course, et en plus qu'il expédie les transitions en un temps record. Et même si c'était le cas, ça marcherait pour le Sub 8 pour les femmes, mais pas pour le Sub 7 pour les hommes. Donc clairement, et pour conclure, comme je vous le disais, c'était divertissant à regarder, mais quand même un petit peu chiant à la longue, vu qu'au final, il ne se passait pas grand-chose, même si le mec qui accompagnait Blue sur le vélo a quand même essayé de faire le show. Alors après, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont terminé un triathlon full distance en moins de 7 heures pour les hommes et moins de 8 heures pour les femmes? Ah, oui, mais uniquement à considérer que le drafting en vélo est tout à fait légal, parce que sans ça, ça serait juste pas passé. Et le drafting, c'est clairement pas quelque chose que l'on retrouve notamment de près ou de loin sur les triathlons longue distance.
Enfin bon, peut-être sur certains triathlons Ironman. Bon allez, on va terminer sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, entraînez-vous bien.